Bonjour Christian Chesneau. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste à la rédaction internationale de Radio France. On avait envie de vous entendre parce qu'il faut qu'on essaie de comprendre ce qui se passe en Syrie, ce qui s'est passé ces dernières heures, ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer dans les prochaines heures. On ne sait pas ce matin où est Bachar el-Assad. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que ce régime de la famille Assad, qui est au pouvoir en Syrie depuis 50 ans maintenant, c'est sans doute terminé. Oui, le pouvoir s'est évanoui cette nuit. On ne sait pas effectivement où se trouve l'ex-président Bachar el-Assad. Hier, il y avait des rumeurs qui le disaient peut-être en Russie, en Iran, aux Émirats arabes unis. Il a totalement disparu des écrans radars, comme son pouvoir. Ce matin, il y avait des images qui circulaient sur les réseaux sociaux montrant son premier ministre, Mohamed Jalali, escorté depuis son domicile vers l'hôtel, le Four Seasons, dans le centre de Damas, qui semble être le nouveau QG provisoire du nouveau pouvoir. Donc oui, il y a une bascule de l'histoire. C'est la fin de 54 années de pouvoir du clan Assad, parce que le père avait pris le pouvoir en 70. Alors on va faire un point sur ce qui est en train de se passer sur le terrain. Vous parliez effectivement du Premier ministre qui a donc été escorté à cet hôtel. Il dit, ce Premier ministre, qu'il est prêt à faire une passation. C'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui est en train de se jouer. C'est en train de se jouer une sorte de passation assez pacifique finalement, parce que il n'y a pas de combat dans Damas. Les révolutionnaires ont libéré la fameuse prison de Sednaya, qui était vraiment la Bastille pour les Syriens. Comme ça s'est produit d'ailleurs à Alep aussi, les rebelles ont avancé très facilement, et donc c'est vraiment l'évanouissement du pouvoir qui s'est vraiment liquéfié en quelques jours, et là, cette nuit, en quelques heures, d'où des scènes de liesse et pas de... Jusqu'à présent, pas de combat, notamment des durs du régime. On parle par exemple du frère de Bachar el-Assad, Maher el-Assad, qui dirigeait la 4e division blindée. On n'a aucune nouvelle. Est-ce que tout le clan est déjà parti à l'étranger? En tout cas, pour le moment, on assiste effectivement à une transition pour le moment pacifique. Voilà, et ces images, effectivement, ceux qui nous regardent à la télé les voient, on vous les décrit, ces images de statues, effectivement, d'Hafez el-Assad qui ont été déboulonnées. Il y a des personnes qui tapent dessus avec des marteaux, avec des morceaux de bois, oui. Et en clair, voilà, les statues sont tombées, le régime tombe, Christian. Oui, il y a même, on voit des images de personnes qui sont rentrées dans la maison familiale du clan Assad, alors présentées comme leur maison, et qui décrochent des tableaux de la famille, de la grand-mère, de la mère, et qui les jettent par terre. On est en ligne aussi avec Hasni Abidi. Bonsoir, monsieur. Bonjour madame. Vous êtes chercheur, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Merci beaucoup d'être en direct ce matin. Et également, quand on dit transition, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, douce, comment vous voyez, malgré tout, ce qui est quand même une accélération de l'histoire ce matin ? C'est une accélération qui est le résultat tout simplement de l'incapacité du régime syrien à contrôler non seulement l'armée et l'état-major, qui lui s'est retiré des casernes. Ils ont reçu un appel, des messages de la part de l'opposition leur demandant de se retirer et qu'ils ne feront pas l'objet de poursuites. Donc c'est l'offensive elle-même qui a commencé 27 novembre. Elle n'est pas surprenante puisque Al-Joulani avait annoncé déjà il y a plus de 14 mois qu'il avait l'intention de marcher sur Damas et que la chute du régime restait son ultime objectif. Ce qui est surprenant, on l'a bien vu, c'est cette dégringolade de la fois de l'armée syrienne, ce qui reste de l'armée syrienne, mais aussi c'est le retrait ou la fin de soutien qui a permis à ce régime. Il faut rappeler que le régime syrien vivait sous assistance respiratoire. Il était soutenu par les deux alliés. Il a perdu le dernier rempart, c'est enfin les soldats et la population, ce qui a facilité la tâche à cette opposition finalement d'arriver à Homs. L'arrivée à Homs avec la fin du régime, puisqu'il restait 120 km entre Homs et Damas, et on a vu cette situation. Alors la transition, il est trop tôt pour parler d'une transition. Oui, aujourd'hui, on est une passation de pouvoir plutôt, c'est-à-dire confier. Mais même ça, en ça, c'est surprenant. Même ça, en soi, c'est surprenant, Hasni Abidi, parce que parler de passation, on est habitué sur des chutes de régime aussi rapides à un grand coup de balai. Parler, ne serait-ce que de passation de pouvoir, c'est quand même assez étonnant.
Oui, mais il ne faut pas oublier que l'opposition n'est pas à son premier essai. Il faut rappeler qu'avant le soutien iranien et russe, l'opposition, elle était aux portes de Damas. Et c'est grâce à ce soutien militaire que l'opposition, qui avait des plans justement de transition politique, n'avait pas réussi, en plus de ses divisions internes. Il faut rappeler aussi qu'Al-Joulani, probablement son point fort, c'est le chef des rebelles, le chef des rebelles, en contrôlant une grande partie du nord, donc non seulement dans son fief à Idlib, mais aussi à Alep, il avait confié la gestion administrative à un ministère, il y a un gouvernement technique et administratif, et c'est ce point qui a voulu probablement reproduire à Damas, puisqu'il n'y a pas cette utilité finalement de porter des armes, il y a un retrait du pouvoir, un effacement du pouvoir, ce qui facilite finalement la tâche de la rebelle. Hasni Abidi, vous restez bien sûr avec nous. Une question, Christian Chesneau. J'imagine les auditeurs et les téléspectateurs ce matin sur France Info qui se réveillent et qui se disent « Oula, la Syrie, 2011, Bachar el-Assad, une répression sanglante du printemps arabe et aujourd'hui l'effondrement ». On avait l'impression que s'il y en a bien un qui devait tenir, c'était Bachar el-Assad. Oui, mais le conflit était un peu congelé. Et effectivement, la Syrie, tous les témoignages qu'on avait, c'était un pays qui était un désastre économique, avec beaucoup de pauvreté, les gens qui partaient, il n'y avait pas d'horizon, pas de futur. Et c'est vrai qu'on l'a senti ces derniers mois. Et donc, plus de capacité de projection. Un Bachar el-Assad psychorigide qui a refusé effectivement la moindre négociation avec les Turcs, y compris les Russes qui demandaient à Bachar de faire des ouvertures, etc. Il est resté droit dans ses bottes. Et donc, il y a eu une accélération de l'histoire qu'on vit aujourd'hui. Mais avec le 7 octobre et tout ce qui s'est passé, Israël-Palestine, au Liban, avec la mort de Hassan Nasrallah, la décapitation du Hezbollah, voilà, les frappes sur l'Iran, il y a un contexte régional. Voilà, c'est-à-dire que ça ne vient pas par hasard. Il y a un mécanisme global, des circonstances régionales qui font que Bachar se retrouve tout seul. Et c'est le maillon faible. Il comptait jouer sur les rivalités avec les Russes, avec les Iraniens, le Hezbollah. Il pensait avoir des amis. Et finalement, tous ses alliés ont fini par le lâcher parce qu'ils ne pouvaient plus le soutenir. Et y compris son entourage proche. C'est ce qu'on comprend aussi ce matin. C'est que le régime était aux abois, mais l'entourage est presque soulagé que ça se termine. C'est-à-dire qu'il y a le clan familial. Maher el-Assad, son frère, toute la famille, eux, évidemment, sont très certainement à l'étranger. On annonce Bachar el-Assad en fuite à l'étranger. Et puis après, il y a tout le reste. Les services, l'armée, etc. Donc oui, on est dans une passation de pouvoir. Après, comment ça va se passer ? C'est une autre... Il y a beaucoup de points d'interrogation. Et c'est justement la question qu'on va se poser après le fil info. Et maintenant, que va-t-il se passer en Syrie? Et aussi, qui sont ces rebelles du HTS? D'où viennent-ils? Quelle est leur vision de l'islam? Eh bien, on en parle juste après le fil info, 9h-20, et c'est Marie Maheu. Et c'est donc historique. Après une offensive éclair, les forces rebelles revendiquent ce matin la prise de Damas, la capitale syrienne, et affirment que le président Bachar el-Assad a pris la fuite. L'Observatoire syrien des droits de l'homme estime qu'il a quitté le pays. En Roumanie, le candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle appelle la population à manifester devant les bureaux de vote. La Cour constitutionnelle a annulé le scrutin qui devait se tenir aujourd'hui sur fond de suspicion d'ingérence russe en sa faveur. Après sa réouverture célébrée en grande pompe hier, Notre-Dame accueille ce matin sa première messe à 10h30. Messe présidée par l'archevêque de Paris en présence d'Emmanuel Macron, mais aussi de plus de 150 évêques et prêtres de France. En rugby, suite de la Champions Cup ce dimanche, avec notamment l'entrée en lice du Stade Toulousain, champion en titre, qui reçoit l'Ulster. C'est à partir de 16h15. Hier, le Racing 92 a battu les Anglais des Harlequins 23-12. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck. On parle de cette situation en Syrie et des conséquences de la chute du régime Assad avec Christian Chesneau, notre confrère de la rédaction internationale de Radio France. Et on est en ligne avec le chercheur Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Hasni Abidi, intéressons-nous quand même sur ce chef des rebelles, Abu Mohamed al-Jolani, chef islamiste aux commandes donc de cette coalition. On dit radical pragmatique. Ça veut dire quoi ?
Lui-même, il le dit, et c'est-à-dire qu'il a durci et il a atteint un niveau de maturité importante qui lui permet finalement de constater l'échec de la révolution ou les premières manifestations contre le régime syrien, mais aussi il a tiré la leçon de son alliance avec le groupe Al-Qaïda, puisqu'il était la représentant en quelque sorte de la filiale. Il a combattu lui-même en Irak quand il était jeune. Il est pharmacien de formation. Il avait à peine 18 ans quand il a rejoint la rébellion en Irak. Donc il a une matrice plutôt idéologie salafiste djihadiste. Aujourd'hui, il s'inscrit plutôt dans un répertoire national en disant que notre mouvement n'est pas du tout affilié à Al-Qaïda ni à l'État islamique, mais plutôt ça l'objectif, c'est le renversement. Ce qui fait sa force mais sa faiblesse, c'est-à-dire une fois le régime tombé, il y aura certainement des divergences entre les différents groupes qui sont de l'ordre de 4 à 5 qui sont sous la bannière de cette organisation Hayat Tahrir al-Sham, la plus importante et qui est née d'ailleurs à la suite d'un processus, le processus d'Astana, puisque cette opposition avait crié à la trahison de la communauté internationale qui a réhabilité Bachar al-Assad en lançant un processus diplomatique ou de transition parallèle à celui des Nations Unies et qui exclut d'emblée la chute du régime de Bachar al-Assad avant d'entamer sa transition. Christian Chesneau, radical d'abord ou pragmatique d'abord? C'est un dur, C'est un vétéran du djihad. Il a 42 ans. En 2003, il part combattre les Américains. Il fait allégeance à Al-Qaïda. Il combat avec Abu Musab el-Zarqawi, un des plus sanguinaires djihadistes. Après, il est emprisonné pendant 5 ans. Il revient en Syrie où il fonde le Front al-Nusra, donc la filiale d'Al-Qaïda, qui va se transformer à ce qu'on connaît aujourd'hui, Hayat Tahrir al-Sham. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forme d'évolution parce qu'ils rompt avec Al-Qaïda parce qu'il ne veut plus de djihad international, de terrorisme international. Il veut se concentrer sur la Syrie, donc il va gérer cette enclave d'Idlib, où vous avez des millions de réfugiés qui ont dû fuir leur maison après les combats en 2011, 2012, 2013. Ils ont été chassés de Damas, d'Alep. Donc il a mis en place une administration. C'est une gestion qui se passe comment? C'est une gestion. C'est le premier laboratoire de ce qui attend le reste de la Syrie. Conservatrice. Alors c'est vrai qu'à Idlib, c'est essentiellement des musulmans sunnites. L'enjeu, c'est la Syrie dans son entier. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, vous avez des minorités, les Alaouites, à laquelle appartient Bachar al-Assad, les chrétiens, les chiites, des druzes. Donc voilà, ils ne pouvaient pas avoir... Mais qui cohabitent plutôt bien et qui sont respectés pour l'instant, dans cette enclave-là. En tout cas, à Alep, les premiers signes montrent que les islamistes ne font pas de blanche. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se permettre d'exactions ou de montrer qu'ils sont irresponsables. Parce que là, évidemment, ça provoquerait des réactions internationales et on dirait, voilà, la Syrie devient djihadiste. Donc, ils montent pas de blanche. C'est ça la question. Alors, la question, c'est évidemment, au début, ça se passe bien. Après, sur le long terme, parce qu'il va y avoir des partages de pouvoir, on parle de plusieurs factions. On n'a pas parlé aussi de la côte ouest, le pays alaouite, où se trouve Tartous et la base russe et l'attaquer les bases russes. Comment pour l'instant on n'a pas attention, les bases russes, précisons-le, sur la Méditerranée. Sur la Méditerranée, voilà. Oui, sur la Méditerranée, base aérienne et maritime. Donc là on parle pas du tout de cette côte. Donc oui, il y aura des moments un petit peu de flottement, peut-être de chaos. Pour l'instant on est vraiment au tout début. On voit qu'il y a une forme de passation parce que encore une fois le pouvoir s'est évanoui complètement. Après il va falloir construire cette nouvelle Syrie. Alors Christian, il nous reste assez peu de temps, mais on sait aussi que tout est lié et que dans cette région, une carte peut en entraîner une autre. Est-ce que, avec la Syrie déstabilisée, on ne sait pas ce que ça va donner, est-ce que ça va devenir la Libye ou est-ce que ça va devenir quelque chose de plus stable? C'est quoi les risques qui sont courus dans la région, là, à l'instant T, ou en tout cas à échéance quelques mois? C'est pas forcément des risques, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la fin de l'axe de la résistance entre le Hezbollah, Damas, Bagdad et Téhéran. Le Hezbollah a été décapité à Beyrouth. Aujourd'hui, Bachar tombe. Et évidemment, donc répercussion du 7 octobre déjà. C'est exactement. Le séisme provoque des ondes et peut-être demain l'Iran, parce que évidemment ce que les Américains, les Israéliens, les Occidentaux ont dans le collimateur, c'est l'Iran avec le programme nucléaire qui est en train de monter en puissance. Donc il y a ce côté régional, et puis aussi le Liban, parce que le Liban, effectivement, est fragile. Vous avez une ville comme Tripoli qui est très islamisée. Le Hezbollah, qui a envoyé hier ou avant-hier 2000 hommes, non pas pour protéger Bachar, mais pour protéger la frontière, pour éviter, évidemment, de débordement de l'autre côté. Oui, donc il va y avoir des grands soubresauts. Vous avez toute la question des réfugiés syriens. Les rebelles viennent de dire aux Syriens, revenez dans votre nouvelle Syrie libre. Vous avez 1,5 million de Syriens au Liban. Est-ce qu'ils vont revenir de l'autre côté? C'est 13 millions en tout de déplacés. Voilà, donc c'est énorme. Ouais. Donc là, on est dans
au milieu d'un grand tremblement de terre. Et pour l'instant, effectivement, rien n'est figé et tout va se faire dans les prochains jours, les prochaines semaines. Asni Abidi, même question pour vous. Est-ce que vous avez la même analyse ou est-ce que vous dites voilà, c'est de l'opportunité, c'est du risque, ce qui se passe en Syrie, où on imagine sans doute un petit peu les deux? Il y a une sortie de crise qui est tout à fait intéressante et plausible. C'est celle de retour à la résolution 2254 et c'est pourquoi les Nations Unies ont appelé hier à finalement revenir sur cette feuille de route. Elle prévoit de nouvelles élections et une nouvelle constitution en travaillant avec les anciens du régime syrien débarrassés de Bachar al-Assad. Ça, c'est le scénario idéal qui va fonctionner. Deuxième, il y a un risque de partition qui est réel. D'abord, on a parlé de la côte, mais vous savez, vous oubliez les Kurdes. Les forces de protection du peuple kurde sont un élément important. Ils contrôlent 3 grandes localités dans Deir az-Zor. Ils ne sont pas prêts d'ailleurs à lâcher le pouvoir parce qu'ils redoutent finalement un pouvoir sous domination islamiste, ce qui explique les pourparlers entre les Israéliens et les forces kurdes. Et évidemment, les anciens du régime syrien, ce qu'ils ont dit de leurs derniers mots. Donc le risque est réel d'une déstabilisation une fois que évidemment le régime est tombé. La construction d'une Syrie nouvelle reste un défi énorme pour les Syriens. Un dernier mot, Christian Chesneau. Et le risque sécuritaire pour nous Français, parce qu'il faut savoir que vous avez entre 120 et 150 djihadistes qui étaient dans cette poche d'Idlib et qui se retrouvent maintenant dans la nature. Évidemment, c'est une question qui va sans doute être posée, qui va sans doute même revenir dans le débat politique. Non, d'un mot, puisque vous parliez de la France, il y a en France une communauté syrienne relativement conséquente. Qui pourrait là, l'idée maintenant, c'est que tenter de repartir. Les exilés vont repartir, notamment tous les gens. Assez rapidement, vous pensez? Normalement, si Damas est stabilisé, si effectivement il n'y a pas d'exaction, de violence dans Damas, beaucoup de gens vont revenir. Ça va commencer par ceux qui sont au Liban. Tout dépendra effectivement de la stabilité. C'est bien le message qu'on comprend ce matin. Merci Christian Chesneau, rédaction internationale de Radio France, d'avoir été avec nous. Merci Asni Abidi, chercheur, directeur du Centre de recherche sur le Moyen-Orient et la Méditerranée.